Bonsoir Gallagher Fenwick. Bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter, vous avez notamment travaillé pour France 24, vous avez couvert de nombreux conflits à travers le monde et vous signez donc ce livre, voilà, première bio, je disais en français mais probablement dans toutes les langues, il n'y en a aucune. Vous avez travaillé dur pour amasser des informations sur Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, c'est aux éditions du Rocher. Je dis travailler dur parce que vous avez récupéré des témoignages de son cercle très proche, ses amis, ses adversaires politiques. Et en fait, c'était une gageure puisque rien n'existe sur cet homme qui est aujourd'hui un des hommes les plus connus de la planète. Oui, donc c'est un véritable travail de défrichage puisque les sources premières, quand elles sont écrites, sont essentiellement des articles d'actualité relativement courts, quelques entretiens, il n'en a pas accordé beaucoup. Donc il s'agit de rentrer effectivement en contact avec sa directrice d'école dans sa ville natale de Kryvyi. Donc on explore et puis petit à petit, un petit peu comme quand vous faites de la photographie, vous tirez votre photo, il y a ce portrait voilà, qui se révèle avec ses contrastes entre des parties de lumière et puis des parties un petit peu moins reluisantes. Donc c'est véritablement fascinant parce que sa trajectoire, elle l'est aussi. C'est-à-dire que vous avez ce mélange de travail, c'est quelqu'un de besogneux, Volodymyr Zelensky, mais de temps en temps aussi eh bien, de destin avec ses étoiles qui s'alignent pour lui donner soit des moments d'opportunité, voire des obstacles colossaux. On va y revenir. Alors, ce parcours hors du commun, il commence en tant que comédien, avant d'être président. Rien ne le prédestinait à devenir un chef d'État. Vous dites que c'est Charlie Chaplin qui s'est transformé en Churchill. Comment est-ce qu'il a réussi à faire cette mue qui est quand même spectaculaire ? Oui, absolument. Écoutez, c'est le destin qui vient frapper à sa porte. Ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des gens... N'importe qui, je ne sais pas. Alors, dans des situations aussi graves, certainement pas. En tous les cas, on a des exemples récents de dirigeants ukrainiens. Yanukovych en 2014, Ashraf Ghani en Afghanistan tout récemment, qui, quand l'épreuve se présente, eh bien, tourne le dos et s'enfuit. Et lui, il le dit, vous parlez de SAMU, on y assiste en temps réel parce qu'il en fait la chronique au travers des réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision, dans les messages qu'il diffuse. Rappelez-vous, quand il s'adresse à la fois en ukrainien à sa population et aux Russes, aux voisins, juste avant que l'invasion ne démarre et qu'il leur dit « quand vous vous présenterez, c'est nos visages que vous verrez et non pas nos dos ». Donc c'est le début de cette métamorphose où, comme vous le dites, Charlie Chaplin, qui a d'ailleurs combattu le fascisme, il ne faut pas l'oublier, se transforme en Churchill. Cette référence, c'est évidemment celle à sa maîtrise de l'art oratoire. Ce qu'on sait moins, c'est que ses débuts au pouvoir sont assez chaotiques. Ça, vous le racontez bien aussi. Brinque-ballant, oui, c'est pas évident. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un amateur, un parfait amateur. Il n'a aucun mandat électif avant d'être élu président. Et d'ailleurs, il n'en a quasiment pas de programme. Il se résume en quelques lignes. C'est d'une candeur déconcertante, mais ce qu'il sent, c'est que ça, c'est dans l'air du temps. Rappelez-vous, Donald Trump, en 2016, d'ailleurs, il assume pleinement le fait de s'être inspiré de la campagne du 45e président des États-Unis, Beppe Grillo, en Italie. Donc c'est un populiste. Et qu'est-ce qu'il propose ? De la synthèse, de ne froisser personne, d'essayer de satisfaire un petit peu tout le monde. Et force est de constater que ça marche, mais quand il arrive au pouvoir, pas de compétences. Le problème, c'est que pendant sa campagne, il vend son incompétence comme une sorte de virginité politique. Il dit oui, moi je ne sais pas faire de la politique. C'est la preuve de mon innocence. Je n'ai pas trempé, mouillé dans le marigot. C'est pour ça que je suis un homme intègre. Exactement. Et c'est ça, dit-il, dont l'Ukraine a besoin, puisqu'il fait deux principales promesses de campagne. La première, c'est la paix. Et la deuxième, c'est la fin de la corruption. Le mythe du petit pitre qui devient président et qui défie l'ogre, dites-vous, qui devient réalité. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même, finalement, l'a un peu sous-estimé. On précise aussi que, et vous le racontez très bien dans le livre, Zelensky est russophone, aime la Russie et est aimé des Russes bien avant d'être le chef d'État qu'il va devenir. Vladimir Poutine, comme des millions d'autres Russes et d'habitants de l'espace post-soviétique, connaît Volodymyr Zelensky par son travail. Bien avant la guerre. Absolument. Et de pitre. Et il le dit, il l'assume. Quand on lui pose la question, connaissez-vous cet homme politique juste après l'élection de Zelensky ? L'homme fort du Kremlin dit oui, c'est un très bon acteur, mais maintenant, il devient chef d'État. Et on va voir s'il a le courage d'assumer ses décisions. Force est de constater, comme vous le dites, que Poutine a grandement sous-estimé Volodymyr Zelensky et que ça finit par lui coûter très cher. Le talent de Volodymyr Zelensky, finalement, c'est pas le stratège militaire, on parle de chef de guerre. Il n'est pas sur le terrain à donner des directions, des directives aux officiels militaires.
C'est l'art oratoire qui est une arme de destruction massive, comme ça que vous le résumez? Absolument, c'est la communication et c'est de comprendre la manière dont il peut s'insérer dans le dispositif militaire ukrainien. La communication, c'est une composante clé des conflits contemporains. Ça, il l'a parfaitement compris et il le fait mieux que n'importe quel dirigeant contemporain. Ça, cette image, quand il est devant le bâtiment des Chimères, dans l'hypercentre, juste en face de son bâtiment présidentiel, ça fait deux choses. Ça dit aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes, je suis ici, je n'ai pas pris la fuite, je me bats à vos côtés. Et c'est aussi une manière ultra efficace et intime aussi de dire, de partager son état d'esprit. Ça galvanise la population, ça fait de lui l'un des 3 piliers de la résistance face aux envahisseurs. Il y a le peuple, il y a l'armée et il y a le chef d'État qui aussi est commandant en chef des armées. Mais effectivement, ce n'est pas un stratège militaire, c'est un grand communicant. Avec cette phrase qui restera dans les annales, j'ai besoin de munitions, je n'ai pas besoin de taxis, en réponse à la proposition américaine de l'évacuer, d'exfiltration de l'Ukraine. Vous parliez des zones d'ombre. Alors, on va revenir rapidement là-dessus, parce qu'effectivement, donc on nous présente, et c'est l'image qu'on a de lui, un héros, un homme intègre, extrêmement dédié, tout dédié à son peuple. Et on découvre dans votre livre qu'il a reçu quand même des soutiens pas très avouables, et notamment celui d'un sulfureux oligarque qui s'appelle Igor Kolomoïski, surnommé Benia. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire c'est une référence à un petit ours très mignon dans des dessins animés. Ça renvoie à la physionomie, si vous voulez, de cet oligarque qui a l'apparence sympa. Mais Benia, c'est aussi le chef de la pègre juive dans les chroniques d'Odessa, d'un écrivain très connu. C'est effectivement un personnage sulfureux, voire carrément dangereux. Les liens sont très réels et concrets. Il a été interdit de territoire, je fais une incise, il a été interdit de territoire aux États-Unis. Et cette interdiction, elle est prononcée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en personne. C'est dire la gravité des accusations, des soupçons qui pèsent à son encontre. Alors justement, qu'est-ce qu'on lui reproche à Volodymyr Zelensky dans ce lien avec cet oligarque? 4 mois avant l'invasion de son pays par la Russie, il y a des journalistes d'investigation ukrainiens qui font un travail absolument formidable sur la base des Pandora Papers, ces fuites de millions de documents en provenance des sociétés offshore. Et là, on découvre deux choses. D'abord que Volodymyr Zelensky a pas mal de comptes offshore avec beaucoup d'argent. C'est un euphémisme, pas mal. Et on y trouve 40 des millions de dollars. Exactement. Ça, c'est une transaction qui lie très directement l'un des comptes d'Igor Kolomoïski, cet oligarque qui est soupçonné de blanchiment d'argent et d'avoir détourné des milliards d'une de ses propres banques et de quasiment provoquer l'effondrement par ces arnaques du système bancaire ukrainien et des comptes offshore de Volodymyr Zelensky. Et jusqu'ici, on n'a toujours pas d'explication de la part du principal intéressé ou de ses avocats sur les raisons de ce montage complexe et de ces sommes immenses. Et l'argent, on le précise, est toujours là-bas, on peut en savoir plus. On lit votre biographie passionnante, Volodymyr Zelensky, L'Ukraine dans le sang, c'est aux éditions du Rocher. Merci Gallagher Fenwick. Merci à vous. Je rappelle que ce livre sort mercredi, que tous les droits seront reversés au mouvement interculturel, j'y arrive, France-Ukraine. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur cette semaine politique et ce nouveau gouvernement. À quoi va-t-il ressembler après la démission de Jean Castex? Eh bien, on va le savoir très bientôt. C'est dans l'air, c'est tout de suite.